Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. D'abord, comme tous les mercredis dans Patrimoine thématique, focus crypto. Le Bitcoin est-il une couverture contre l'inflation alors qu'il a atteint son plus haut historique à 68 000 $ hier mardi? Certains investisseurs estiment en effet que les crypto-monnaies, Bitcoin en tête, sont un moyen de se protéger de l'inflation qui monte en Europe et aux États-Unis. Alors qu'historiquement, l'or a toujours su protéger les investisseurs de l'inflation, peut-on vraiment dire aujourd'hui la même chose du Bitcoin? Réponse avec notre invité, Adli Takal Bataille, cofondateur de Shift Capital et président et cofondateur de l'association Le Cercle du Coin, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Adli Takal Bataille, l'inflation devrait selon le FMI atteindre son pic ces prochaines semaines. De quelle manière ce phénomène a-t-il des conséquences sur le cours du Bitcoin? Il a des conséquences sur le cours du Bitcoin parce que, comme tout actif, entre guillemets, qui va être un actif à risque, quand la monnaie perd de sa valeur, il prend de la valeur. Et là, la monnaie perd de sa valeur à cause de l'inflation, en quelque sorte. C'est pour ça que le marché, d'ailleurs, des actions aussi est totalement, assez plus haut historique. Donc, Bitcoin, la différence qu'il a, c'est qu'en plus, il a une limite intrinsèque qu'on connaît. On connaît son émission par avance. On sait qu'il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. Et ça permet d'avoir une certaine assurance, finalement, de cette valeur. Il a en plus pris ce rôle d'or numérique de plus en plus. On le voit, hein, même si c'est utilisé comme paiement au Salvador par d'autres vecteurs, le Bitcoin, lui, son réseau, il sert beaucoup pour des grosses transactions. Et on voit même les grandes institutions comme JP Morgan ou autres se prononcer sur le Bitcoin, même si certains pensent qu'il n'a pas de valeur intrinsèque, pensaient qu'en tout cas il va avoir une valeur. Et après, il y a aussi des grosses institutions financières qui choisissent le Bitcoin plutôt que l'or. Enfin, Paul Tudor, par exemple, préfère l'or au Bitcoin actuellement. On va en parler en effet, parce qu'il y a les particuliers et les institutionnels aussi qui font aujourd'hui appel au Bitcoin. Adli Takal Bataille, le lancement le mois dernier d'un ETF adossé sur des contrats à terme liés au Bitcoin, peut-il lui aussi être la raison de cette performance de la crypto-monnaie? Clairement, il y a eu une excitation avec l'ETF, mais j'ai envie de dire qu'elle est venue presque avant, parce que quand la news sort, finalement, ça ne change pas grand-chose. Et après, il faut savoir que cet ETF, c'est un ETF de produits dérivés, donc ce n'est pas un ETF où les gens achètent directement des bitcoins derrière, enfin où des bitcoins sont achetés derrière en tout cas. L'ETF spot n'est pas encore arrivé, donc ce serait plus un ETF spot qui pourrait vraiment pousser le marché vers le haut. On peut aussi penser que cette hausse, elle est aussi due à la perte de valeur de la monnaie. Donc c'est dur de savoir la vraie valeur, hein, comme toujours, vu que tout est décorrélé, j'ai envie de dire, et corrélé en même temps. Tout est flottant. Donc finalement, on a une hausse du Bitcoin qui, oui, a été influencée par l'ETF, mais aussi par ses valeurs intrinsèques, ses fondamentaux qui ne bougent pas, hein, qui sont toujours aussi forts, dans le sens où le réseau est incensurable. Il s'est remis finalement des différents bannissements chinois sans trop de problème, et le réseau est plus décentralisé qu'avant, vu qu'il est moins centralisé en Chine qu'avant. Donc finalement, on a des fondamentaux qui continuent d'être à la hausse. On voit que l'expérience au Salvador marche pas trop mal. Il y a plus de la moitié de la population qui a adopté le portefeuille national, enfin le portefeuille proposé en tout cas par l'État pour payer en Bitcoin. Donc on a un terrain qui sont les crypto-monnaies qui progressent et qui permet à la fois de se protéger de l'inflation et potentiellement d'avoir aussi des rendements plus élevés. Vous le disiez tout à l'heure, Bitcoin actif très volatile. Ces deux notions-là, est-ce qu'elles ne sont pas finalement antinomiques? On parle de valeur refuge et d'actifs très volatiles. C'est une question de terme. C'est-à-dire qu'en 4 ans, quelqu'un qui a attendu 4 ans en achetant des bitcoins n'a jamais perdu d'argent. Donc c'est jeune sur la vie du bitcoin, 4 ans, passé à peine plus de 10 ans. Mais la volatilité, c'est vraiment une question de timing en quelque sorte. C'est-à-dire que si votre but c'est de constituer un patrimoine sur 10 ou 15 ans, finalement la volatilité intrinsèque de l'asset n'est pas très importante. Et en plus, la volatilité de Bitcoin, elle tend à diminuer de plus en plus, même s'il y a eu un crash en mai. Mais finalement, ces crashs-là, ils peuvent arriver sur le marché des actions. On l'a vu lors de l'apparition du Covid. Et il peut même arriver sur d'autres marchés, parce que le marché de l'immobilier, c'est tout à fait possible aussi d'avoir un crash. Donc finalement, on peut se retrouver face à de la
forte volatilité dans absolument tous les marchés dès qu'il y a une crise. Et sur le long terme, pour l'instant, Bitcoin suit une progression plutôt constante et assez impressionnante. Adil Takalbataï, peut-on dire dans les chiffres, concrètement, que les investisseurs aujourd'hui lâchent l'or véritablement au profit des bitcoins? Gagnent-ils la course, comme certains analystes le disent, contre l'or, véritablement? Je ne sais pas s'ils gagnent encore la course, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les statistiques montrent que les investisseurs institutionnels, en tout cas, se dirigent de plus en plus vers le bitcoin. Sur les particuliers, j'ai moins de statistiques en tête, pour le coup, même si je pense que l'accès, en fait, qui est très facile, c'est facile d'acheter des bitcoins de nos jours. Bon, Coinbase a été listé en bourse, était première application téléchargée, finalement, aux États-Unis la semaine dernière. Donc, on voit que les particuliers aussi se jettent un peu sur les crypto-monnaies, même s'il faut le faire avec parcimonie, comme tout investissement, dans tous les cas. Pour revenir sur les institutionnels, qu'est-ce que cela signifie quand eux aussi se ruent sur les bitcoins? Ça signifie je pense qu'il y a une certaine maturité du marché, c'est-à-dire qu'ils attendaient certaines infrastructures qui sont arrivées. Par exemple, ils ont des problématiques réglementaires avec des custodians, ils ont besoin d'avoir des dépositaires, on va dire, agréés. Donc ça prend du temps pour que tous ces organismes aient pu avoir des agréments. Il y a eu l'avancée de la législation, le marché qui devient de plus en plus liquide, et la maturité aussi technologique et leur maturité de compréhension. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y a eu beaucoup de rigolade autour de Bitcoin, ça a été décrié, etc. Et maintenant, tous les grands institutionnels, s'ils sont honnêtes, ils comprennent que le Bitcoin, a priori, est là pour durer, et plutôt un actif qui peut être intéressant. En tout cas, dans tous les cas, c'est toujours intéressant dans un portefeuille diversifié d'avoir un actif qui potentiellement est un peu plus et un peu décorrélé de tous les autres actifs. De quelle manière peut-il vraiment le Bitcoin protéger contre l'inflation? Et puis surtout, jusqu'à quel niveau d'inflation? Je le disais tout à l'heure, le FMI prévoit un pic d'inflation d'ici à la fin de l'année. C'est ça, jusqu'à quel niveau il peut vraiment protéger? À quel niveau j'ai envie de dire, si on arrive dans des situations d'hyperinflation, ce qui n'est pas ce qui est annoncé par le FMI, je ne vois pas pourquoi Bitcoin ne garderait pas sa valeur. Il y a un côté assez dur à prévoir, parce que s'il y a une nouvelle situation d'inflation, ça va être une situation finalement qu'on n'a pas trop connue dans la société telle qu'elle est actuellement, donc c'est dur de prédire exactement ce qui pourrait se passer. Mais il n'y a aucune raison que Bitcoin, lui, subisse une inflation, vu que son protocole, il est fait pour qu'il y en ait 21 millions et que ça ne bouge pas. Donc, je ne vois pas ce qui pourrait aller contre le fait que Bitcoin prenne de la valeur s'il y a de l'inflation, parce que comme tout autre actif, il va prendre de la valeur. Est-ce que c'est paradoxal que le Bitcoin protège contre l'inflation et l'inflation profite aussi au Bitcoin? Comment on comprend tout ça? Non, c'est assez logique. C'est logique. C'est en partie aussi pourquoi je pense que le Bitcoin a été créé et pourquoi il a été créé avec une limite de 21 millions. C'est pour justement être un peu un rempart à ce qu'on appelle l'argent magique, on va dire, qui est l'argent des banques centrales. Et c'est surtout que dans le cas du Bitcoin, vu que c'est un protocole qui est décentralisé et qui suit uniquement ses règles, on est quasi sûr que la limite des 21 millions ne bougera pas, en tout cas. Et ça, c'est très important, parce que finalement, ça donne un accès à un actif qui est neutre par rapport aux autres. Même l'or est un peu moins neutre, parce qu'on peut avoir des contrôles sur la production, on peut un peu changer tout ça, alors que dans Bitcoin, on ne peut pas. Qui suit ces règles? Qu'est-ce que vous entendez par là? Les règles de son protocole, comme le fait d'avoir 21 millions de bitcoins, le fait qu'il n'y ait pas de compte négatif, ce genre de choses, en tout cas, qui régissent le protocole. Adil Takalbataï, selon vous, on peut donc parler de tendance durable aujourd'hui sur le Bitcoin? C'est toujours dur de vouloir prédire l'avenir. Pour moi, oui, mais je vous prêche à convaincu, j'ai envie de dire. Et donc, moi, je pense que oui, sur la... Comment dire ? En plus, on n'est qu'au début. Il faut se rendre compte qu'il n'y a même pas 3% de la population mondiale qui a adopté les crypto-monnaies. Donc, on est vraiment sur le début d'une innovation qui est en train de rentrer sur le marché. Et généralement, c'est plutôt des tendances qui s'accélèrent. Donc, oui, il y a tout intérêt, à mon sens, à parier sur le fait que le Bitcoin et le monde des crypto-monnaies sera encore là dans pas mal d'années. Certains analystes préviennent quand même que cet aspect spéculatif dont on parlait en fait
aussi quelque part une cible facile en cas de retournement important sur les marchés financiers, ce qu'on n'a pas encore connu. Voilà, comment on se place par rapport à ça? C'est parce que pour l'instant, je pense, pour pas mal de gestionnaires de patrimoine qui rentrent un peu dedans, ou des fonds institutionnels, ça reste un peu c'est pas la valeur la plus importante. Donc c'est celle peut-être qu'on va lâcher en premier s'il y a besoin de liquidité. Donc oui, il y a ce risque-là. Le marché, il est aussi un peu moins liquide que d'autres marchés. Mais en fait, tout ça tend à se réduire parce que le marché devient de plus en plus liquide. Plus il va y avoir justement d'investisseurs institutionnels, plus la market cap de Bitcoin va augmenter, plus les infrastructures vont continuer d'exister et de croître, moins on va être face à ces risques finalement. Et on le voit dans les statistiques, vraiment la volatilité de Bitcoin, elle baisse. Donc finalement, c'est un risque, encore une fois, qui existe pour moi à court terme, mais beaucoup moins à long terme. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Anita Kalbataï, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes cofondateur de Shift Capital et président et cofondateur de l'association Le Cercle du Coin. À propos de cette association, en quelques mots, juste avant de se quitter. Cette association, on l'a créée il y a quelques années parce qu'on était assez peu en France. Et l'idée, c'était de permettre un peu d'éduquer sur le sujet du Bitcoin, de permettre aux personnes qui sont dans cet écosystème des crypto-monnaies de se rencontrer. Parce que vu que c'était un univers numérique, c'était intéressant de pouvoir se voir en physique et de faire des initiatives de manière générale. Et de faire de la pédagogie comme on a fait aujourd'hui ensemble sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.